Vladimir Poutine, selon les estimations des services de renseignement occidentaux, est prêt à poursuivre la guerre jusqu'à la prise complète du Donbass d'ici l'automne 2027. Ce n'est qu'alors qu'une véritable fenêtre de négociation pourrait s'ouvrir, et encore. Seulement si le Kremlin n'arrive toujours pas à établir un contrôle total sur toute la région de Donetsk. Les experts assurent qu'en ce moment même, au Kremlin, on calcule toutes les ressources et les approches pour poursuivre la guerre encore une année, tandis qu'en Europe, on détermine qui, de leur côté, mènera les futures négociations quand ils finiront enfin par le comprendre. Parallèlement, le New York Post a révélé le coût précis de ces plans de Poutine. Juillet est devenu l'un des mois les plus sanglants pour la Russie depuis le début de la guerre. Près de 43 000 Russes tués et blessés sur le champ de bataille en un seul mois. Et la nuit précédente, je rappelle que 600 drones ont été lancés sur Moscou et sa région, et le plus grand entrepôt Wildberries de Russie, près de Moscou, a brûlé. Bref, discutons ensemble dans cette émission des plans du Kremlin pour poursuivre la guerre, ce qui les motive, comment l'Europe réagit, et si Poutine pourra supporter encore plus d'une année de guerre. Je m'appelle Alexei Petchi, commençons. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne. Nous approchons les 300 000 abonnés, donc je vous serai reconnaissant pour chaque abonnement. Alors, comme l'écrit aujourd'hui le New York Times, certains responsables occidentaux estiment qu'à l'automne, après les élections à la Douma d'État de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine annoncera tout de même une nouvelle mobilisation. Il est possible qu'elle soit hybride, il est possible que le recrutement s'intensifie, mais le fait que le Kremlin va recruter de nouveaux Ivan pour la guerre contre l'Ukraine, c'est déjà un fait. D'autres craignent que le président russe, acculé, puisse opter pour une escalade avec l'OTAN et des attaques hybrides en Europe afin de diviser l'alliance. Des sources du journal soulignent que des négociations de paix deviendront plus probables, précisément si l'objectif du Kremlin de contrôler totalement la région de Donetsk n'est pas atteint. À cette date, c'est-à-dire d'ici l'automne 2027. Dans ce contexte, la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni tentent d'assurer la participation de l'Europe aux futures négociations sur l'Ukraine. Et ainsi, selon 3 responsables, ces pays estiment que le règlement de la guerre et les futures relations avec la Russie sont trop importants pour la région pour se reposer uniquement sur l'administration Trump, qui semble de plus en plus imprévisible. La Grande-Bretagne, la France et l'Allemagne comptent devenir les principaux négociateurs européens. Elles forment le noyau de cette coalition de volontaires qui soutient Kiev et élabore déjà des options, des garanties de sécurité pour l'Ukraine après un éventuel règlement. Selon les responsables, il est également nécessaire de consulter en priorité la Pologne, l'Italie et les pays d'Europe du Nord. Quant à l'Union européenne, elle doit être informée et plus tard directement impliquée dans tout processus de négociation avec les Russes. Mais cette initiative européenne présente un problème sérieux. C'est la division même de l'Occident. Il est possible que la participation de l'Europe soit compliquée par les désaccords au sein de l'Occident. Que certains pays, en particulier ceux qui sont voisins de la Russie et de l'Ukraine, comme la Lettonie, la Lituanie, l'Estonie, la Hongrie, ils ne font pas entièrement confiance à l'Allemagne et à la France pour représenter leurs intérêts. Ils disent donc « Écoutez, d'accord, il y a 3 pays, mais pourquoi devraient-ils parler au nom de tous ?» Et vous savez, étant donné le manque d'intérêt de Vladimir Poutine pour les négociations, les Européens, pour l'instant, prennent leur désir pour des réalités. Excusez-moi, mais cela fait déjà 2 ans qu'ils planifient précisément comment ils ne vont pas négocier avec Poutine. Mais il faut d'abord faire davantage pression sur lui, et ensuite seulement entamer des négociations. À un certain moment, il est évident que l'Europe devra être présente aux négociations, car sa sécurité est menacée et n'est plus considérée par Washington comme un intérêt vital. Mais pour l'instant, Poutine voit un avantage à essayer de diviser l'Occident et à interagir avec l'Europe par l'intermédiaire des États-Unis. Eh bien, pour l'instant, il y a peu de chance. C'est pourquoi l'Europe doit encore renforcer sa propre autonomie à cet égard, en ce qui concerne la pression sur Moscou. En attendant, Poutine, je le souligne encore une fois, prévoit de rassembler le reste de ses forces et de poursuivre la guerre jusqu'à l'automne 2027. Du moins, c'est ce que pensent les responsables européens. Mais la guerre devient de plus en plus coûteuse pour Vladimir Poutine. Plus précisément, ce n'est pas pour Poutine,
mais pour la société russe. Poutine s'en fiche. Selon le New York Post, en juillet 2026, les troupes russes ont perdu 46 860 personnes sur le champ de bataille, y compris les tués et les blessés. Pourquoi entre guillemets? Eh bien les Russes, personne, vous comprenez. Ce chiffre, près de 43 000, est le plus élevé depuis janvier 2025. Et c'est le 4e mois le plus sanglant depuis le début de la guerre, de la phase à grande échelle de la guerre en 2022. Selon les experts, le nombre total de pertes russes approche 1,5 million. Et le recrutement de nouvelles recrues devient un problème de plus en plus important pour Poutine. En cas de manque de soldats, il pourrait bientôt être obligé soit d'entamer des négociations de paix, soit de déclarer une mobilisation. Et maintenant, je vais citer le New York Post. Ces derniers mois, Vladimir Poutine a été tellement désespéré qu'il a dû attirer ses compatriotes à la guerre avec de fausses promesses d'un service tranquille à l'arrière, ou recruter des Africains selon des schémas trompeurs similaires. Pendant ce temps, les forces de défense de l'Ukraine continuent de mener des frappes loin à l'intérieur du territoire russe. Par exemple, le 15 août, les forces armées ukrainiennes ont lancé des missiles Flamingo loin à l'intérieur du territoire russe, touchant la base aérienne de Savasleïka, à l'ouest du pays, à 700 km de la frontière. Là-bas, je rappelle, sont basés des chasseurs MiG-31 qui transportent des missiles Kinzhal. De plus, un missile Flamingo a également frappé le centre spatial et de fusée Progress à Samara, l'une des entreprises clés de Roscosmos, à 800 km de la frontière ukrainienne. Et voici un détail révélateur. Ce centre spatial et de fusée Progress fabrique les lanceurs Soyouz, qui sont utilisés pour le déploiement du groupe de satellites russes. Rasfiet, celui-là même dont nous avons parlé plus tôt dans les émissions, qui permettra à la Russie d'attaquer toute l'Ukraine avec des drones contrôlés en ligne. En fait, c'est une sorte d'analogue russe de Starolinka. Séparément, Kiev a endommagé la raffinerie de pétrole de Oust-Louga, qui a pris feu à 800 km de notre frontière. Eh bien, dans la nuit du 16 août, le maire de Moscou s'est plaint que du soir jusqu'au matin, 600 drones se dirigeaient simultanément vers la région de Moscou, dont 200 ont été détruits directement dans la région même. À la suite de l'attaque, le complexe logistique Wildberries à Kaledino a entièrement brûlé. C'est le plus grand entrepôt de cette entreprise dans toute la Russie, avec une superficie de plus de 200 000 km². Un autre centre logistique a également brûlé à Domodedovo, dans la région de Moscou. En particulier, l'incendie s'est déclaré dans l'entrepôt numéro 15, dans le complexe Severnoi Domodedovo, l'un des plus grands sites de production et de logistique en Russie. Voici maintenant une analyse plus large de Forbes sur les pertes totales et les rumeurs de mobilisation en Russie. Selon l'estimation du Centre d'études stratégiques et internationales, au 1er juillet, les pertes totales de la Russie sur le champ de bataille s'élevaient à environ 1,4 million de militaires. Et rien qu'en 2026, l'armée russe perd en moyenne environ 30 000 soldats russes chaque mois. Le rapport des pertes entre les militaires russes et ukrainiens, selon l'estimation du Centre d'études stratégiques et internationales, est d'environ 8 pour 1. Dans le même temps, l'Institut pour l'étude de la guerre note que, malgré d'énormes pertes, la Russie n'a pas réussi à obtenir de succès opérationnel significatif lors des campagnes offensives du printemps et de l'été 2026. La dernière fois, Vladimir Poutine, je vous le rappelle, a annoncé une mobilisation partielle en septembre 2015. Après cela, Moscou a tenté de répondre aux besoins de l'armée en recrutant des volontaires avec des paiements élevés et des avantages fiscaux. Mais selon les médias occidentaux, le recrutement volontaire a également ralenti récemment. Dans le même temps, les experts soulignent que la lassitude des Russes face à la guerre ne signifie pas automatiquement que ces mêmes Russes sont prêts à protester contre la politique de Poutine. Un sondage du centre Levada, réalisé en mars, montrait que 67% des Russes considèrent nécessaire des négociations de paix avec l'Ukraine, alors que seulement 24% se sont prononcés pour la poursuite des hostilités. Mais les Russes ont peur de descendre dans la rue et d'exprimer leur position.
Si 67% des Russes descendaient tous dans la rue et exigeaient de Poutine qu'il arrête la guerre, cela aurait un effet. Mais les Russes ne le font pas. Pourquoi le Kremlin aurait-il besoin d'une mobilisation? Si Vladimir Poutine décide de procéder à une mobilisation, il le fera parce qu'il y voit un avantage sur le champ de bataille. Il a déclaré à plusieurs reprises que Moscou voulait s'emparer de l'ensemble des régions de Donetsk et de Louhansk. Les succès russes dans ces régions sont depuis plusieurs années extrêmement lents et très coûteux. Jusqu'à présent, ils ont utilisé la tactique du hachoir à viande, c'est-à-dire en lançant dans la bataille autant de chair à canon que nécessaire pour tenter d'atteindre ces objectifs. Il est possible que le Kremlin pense que la mobilisation l'aidera enfin à s'emparer de ces territoires, bien que les données du champ de bataille indiquent que cela est peu probable. Dans le même temps, les experts estiment généralement que même une nouvelle vague de mobilisation ne changera probablement pas de manière significative le cours de la guerre. En résumé, les responsables occidentaux prévoient actuellement que Vladimir Poutine est prêt à faire la guerre pendant au moins encore un an, jusqu'à l'automne 2027, comptant soit sur un succès militaire, soit déjà sur une nouvelle mobilisation après les élections à la Douma. L'idée du dictateur fou Poutine, c'est qu'il pourra quand même s'emparer de tout le Donbass et le présenter comme une victoire. Mais parallèlement, l'Ukraine, non seulement se défend, mais elle-même augmente déjà la pression. Des gains territoriaux dans le sud de l'Ukraine, jusqu'aux frappes les plus profondes de Flamingo depuis le début de la guerre, et des attaques nocturnes massives de drones, par exemple, dans la région. La question, qui intéresse clairement aussi l'Europe elle-même, à en juger par ses tentatives d'obtenir une place à la table des futures négociations. Mais qui donc ne tiendra pas le coup en premier jusqu'à cette fameuse fenêtre d'opportunité pour des négociations à l'automne 2027? Mais ce qui est inquiétant, c'est que, vous voyez, une nouvelle fenêtre pour la diplomatie est à nouveau repoussée de plus d'un an. Je vais m'arrêter là. Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. À bientôt à tous.